Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, les titres de l'édition, ouverture solennelle des journées des shows à Conakry, un rassemblement national qui honore le drapeau, l'hymne national, les armoiries et la devise, symbole de notre souveraineté. Et puis les producteurs de pommes de terre de la Fédération des paysans du Fouta Djallon, victimes de pluies diluviennes causant d'importants dégâts sur les champs. Les pertes sont estimées à plus de 16 milliards de francs guinéens. Notre correspondant régional tire la sonnette d'alarme. Enfin, ce soir, focus sur une nouvelle compétition musicale qui réunit 4 orchestres. Il s'agit d'imaginer la musique du futur en s'inspirant des grands héritages du passé. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Ouverture solennelle des journées des Sceaux à Conakry, un rassemblement national qui honore le drapeau, l'hymne national, les armoiries, la devise symbole de notre souveraineté. C'est une campagne de vulgarisation qui va s'étendre sur l'ensemble du pays, sur l'initiative du ministère de la Justice. Tcherno Younoussaba. Dirigé par le ministre de la Justice avec le tricolore fièrement exhibé, ce carnaval sur près d'1 kilomètre marque l'ouverture solennelle des journées des Sceaux. Ici, la forte mobilisation autour de la célébration des emblèmes nationaux honore ce qui unit les Guinéens. Par ces journées, l'État affiche sa volonté vis-à-vis des citoyens de préserver et transmettre cet héritage national. Ils sont l'âme visible de l'unité, la mémoire vivante de notre liberté et la force morale qui rappelle pourquoi nous existons comme peuple. Lorsque, le 2 octobre 1958, la Guinée fit le choix courageux et incontestable de l'indépendance, elle fit davantage que rompre un lien colonial. Elle entra solennellement, décisivement et fièrement en souveraineté. Cette souveraineté s'affirme plus encore aujourd'hui qu'hier à travers le leadership incessant et la vision éclairée de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, artisan infatigable du programme de développement structurant Simandou 2040. Ce rassemblement national est donc un espace approprié pour transmettre à la nouvelle génération et rappeler le sens de ces symboles. Une campagne de vulgarisation qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Nous allons déployer des délégués régionaux. Ce sont des cadres de la justice qui ont assisté aux ateliers préparatoires, qui ont été formés, sensibilisés, suffisamment armés pour animer les ateliers régionaux. Cette cérémonie solennelle a réuni les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre. Une mobilisation gouvernementale à l'ère de la refondation qui vise à ne pas oublier l'histoire pour renforcer davantage le sentiment d'héritage commun. Et la continuité historique de notre identité nationale et aussi de notre histoire. Je pense que c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, nous sommes dans une période historique majeure. La question de la refondation de l'État et de la rupture qui est en train d'être initiée sous le leadership de Mamadi Doumbouya. Là aussi, les symboles de l'État doivent refléter, à travers le narratif nouveau qui doit l'accompagner, ce processus historique pour ne pas que les symboles soient considérés comme des reliques aseptisées et qui n'ont plus de vie. Les symboles de l'État doivent être des symboles vivants. Sur initiative du ministère de la Justice, la République de Guinée célèbre les armoiries, histoire de faciliter leur connaissance. Une première, cette initiative qui sacralise des symboles qui perpétuent des valeurs républicaines. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, mise sur la formation d'excellence sur le plan national et des partenariats internationaux sont ouverts. 22 lauréats des programmes PAPAP et Jeux 60 sont à route pour l'Institut national du service public de Paris. Avant leur départ, ils reçoivent des mains du ministre Bourouno leur lettre d'admission. Une cérémonie couplée au lancement officiel de la formation exécutive pour les managers stratégiques. Mamadi Terna Kamisoko. Cet instant marquera durablement la carrière de ces cadres.
Ils sont 22 lauréats du programme d'appui au perfectionnement de l'administration publique PAPAP et du G60 à recevoir leur lettre d'admission à l'Institut national du service public INSP de Paris. Une opportunité exceptionnelle qui leur ouvre l'accès à des formations de haut niveau au sein d'une institution de référence mondiale. 22 lauréats qui vont partir à l'INSP de Paris pour une formation de 6 mois. C'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction. C'est aussi le moment de manifester notre reconnaissance à l'égard de Monsieur le ministre qui avait promis et qui a tenu sa promesse. Cette initiative gouvernementale illustre, si besoin était, l'engagement du gouvernement à professionnaliser les cadres de l'administration publique en s'appuyant sur des partenariats de haut niveau avec des institutions de référence comme l'INAP du Québec et l'INSP de Paris dans l'esprit de Simandou Academy. Autre temps fort de cette cérémonie, le lancement en Guinée de la formation exécutive pour les managers stratégiques FEM+. Destinée aux responsables des ressources humaines, cette formation, fruit de la récente mission du ministre Bruno au Canada, vise à renforcer les compétences stratégiques des hauts cadres afin d'améliorer l'efficacité et la qualité du service public. C'est une formation qui s'appuie sur les meilleures approches internationales. Donc on s'inspire de bonnes pratiques à la fois en Amérique du Nord, en Europe, et qui sont adaptées justement à la réalité de la Guinée. Quand on a négocié FEMS, il y avait beaucoup d'options de mise en œuvre. Et finalement, l'option retenue, c'était d'investir ou de concentrer cet investissement sur les gestionnaires des ressources humaines dans nos ministères. Ça a toute une signification. La principale signification, c'est qu'on veut changer à travers le nouveau programme de réforme le positionnement de la gestion des ressources humaines dans notre administration publique. On veut sortir de cette logique totalement opérationnelle vers une dimension beaucoup plus stratégique. Avec cette double cérémonie, le ministère du Travail et de la Fonction publique franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation. Entre formation d'excellence sur le plan national et ouverture à des partenariats internationaux, la Guinée affirme sa volonté de bâtir une administration au service des citoyens. Justement, les efforts s'intensifient pour améliorer la qualité des services publics. C'est dans cette optique qu'une session de formation a été lancée ce jeudi à l'intention de plusieurs responsables de la radio-télévision guinéenne. La formation est dispensée par l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail. Mamadou Saliouba. Au cœur du vaste chantier de modernisation de l'administration publique, le Centre de formation et de perfectionnement du ministère de la fonction publique constitue un levier pour transformer durablement le service public. Dans cette salle, par exemple, des responsables des services de la radio-télévision guinéenne ouvrent de nouvelles méthodes de travail plus innovantes. La séance est centrée sur le leadership en période de refondation. Un enjeu clé pour piloter efficacement le changement. Quand on est chef, on maîtrise ce module, ça nous permet d'arriver à une gestion proactive de la résistance, de sorte à obtenir avec élégance même l'adhésion complète de toute l'équipe sur une vision commune qui constitue réellement l'objectif de l'équipe en vue de contribuer maintenant à l'atteinte des objectifs organisationnels. La refondation, ce n'est pas seulement un slogan. La refondation, c'est vraiment nous, cadres. Comment est-ce que nous travaillons? Comment est-ce qu'on fait fonctionner l'éthique? Comment est-ce qu'on fait fonctionner notre rigueur? Et comment on entraîne les agents qui sont sous notre coupole pour aller de l'avant? Dans un contexte de qualification de l'offre médiatique, cette session devrait doter ces cadres d'outils innovants pour impulser de nouvelles pratiques et renforcer l'efficacité de leurs équipes. Au même moment, un autre programme avancé sur la gestion administrative est proposé aux futurs responsables des ressources humaines des différents départements pour garantir une administration plus performante. Le président Mamadi Doumbouya fait du renforcement du capital humain comme une des priorités de l'action gouvernementale. Les mines, les ressources infrastructures, autres, tout ça c'est bien, mais c'est l'homme qui fait tout ça là.
Donc il faut renforcer les capacités des ressources humaines de l'État. Et nous, en tant que structure opérateur centrale du renforcement des capacités des ressources humaines de l'État, notre mission est de contribuer à la formation et au renforcement de ce capital humain dans toutes ses dimensions. Avec ces différentes formations, c'est l'ensemble de l'administration publique qui se transforme pour offrir des services de qualité aux populations conformément aux orientations fixées par les autorités publiques. Les acteurs halieutiques en concertation autour des problématiques du secteur, enjeu principal, moderniser la gouvernance et soutenir le développement des pêches en Guinée. Experts internationaux représentants des organisations professionnelles et cadres de l'administration peaufinent de nouvelles stratégies de gestion des ressources maritimes. Al-Gassi Mouba. Lutte contre la pêche illicite, renforcement des dispositifs de contrôle, modernisation des statistiques, amélioration du cadre réglementaire, autant de défis majeurs passés en revue et présentés aux différents intervenants du secteur. Tous s'accordent sur l'urgence d'une gouvernance plus performante afin de protéger un secteur stratégique essentiel à l'économie nationale et à des milliers de familles qui dépendent directement ou indirectement de la pêche. L'objectif que nous sommes fixés, c'est de garantir une gouvernance inclusive, cohérente et participative du secteur à travers l'organisation, la coordination et la participation des acteurs du secteur. Ce rendez-vous, considéré comme déterminant, vise à moderniser la gouvernance du secteur halieutique et à soutenir le développement durable des pêches en Guinée. Cette rencontre nous offre l'opportunité d'examiner de manière critique les progrès réalisés, de comprendre les défis persistants et d'éclairer la trajectoire de transformation que nous poursuivrons pour le secteur halieutique guinéen. Le gouvernement s'engage à traduire vos conclusions en un plan d'action opérationnel assorti de moyens, de mécanismes de suivi et évaluation, gaz de transparence et de responsabilité. En marge de ce conclave, une exposition vente de produits halieutiques et d'intrants de pêche a suscité un vif intérêt mettant en avant la richesse des produits locaux et les équipements indispensables aux professionnels. Un secteur clé au cœur de la sécurité alimentaire, de la création d'emplois ou encore du développement socio-économique du pays. Cérémonie militaire de remise de diplôme de la promotion CA-CSI ce jeudi en présence de l'inspecteur général des forces armées guinéennes, général Ahmed Mohamed Wouri Diallo, et du commandant du groupement des forces spéciales, le colonel Mouktar Kaba. La cérémonie a connu une forte mobilisation des autorités militaires et familles des jeunes officiers. Oumar Bari. Le camp militaire de Kalako, dans la préfecture de Forêt-Carrière, a connu ce jeudi 20 novembre 2025 la sortie de la 8e promotion de cours d'application des chefs de section d'infanterie CACSI, 2e cohorte. Cette cérémonie militaire de remise de diplôme de la promotion de cours d'application des chefs de section d'infanterie, présidée par le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, aux côtés de l'inspecteur général des forces armées guinéennes, le général Ahmed Mohamed Wouri Diallo, et du commandant du groupement des forces spéciales, le colonel Mouktar Kaba, s'est tenu également en présence de l'intendant des forces armées guinéennes, de plusieurs hauts responsables et instructeurs militaires, ainsi que des familles venues assister à ce moment marquant dans la carrière des jeunes officiers. Organisée par le chef de corps du groupement des forces spéciales, cette cérémonie a mis en lumière l'importance stratégique de la formation des cadres d'infanterie au cœur des opérations terrestres et des missions de sécurité nationale. Le cours d'application des chefs de section d'infanterie constitue en effet une étape essentielle dans le perfectionnement des officiers subalternes en leur offrant les compétences théoriques et pratiques indispensables pour commander efficacement une section en situation opérationnelle dans le respect des exigences tactiques et de la discipline militaire. Dans son discours, le commandant Ibrahima Sori Kamara, directeur des études de l'école militaire interarmée EMIA,
et directeur de stage de la promotion sortante, a souligné le niveau d'engagement des stagiaires et la diversité des modules enseignés, des tactiques d'infanterie aux techniques de commandement en passant par la planification opérationnelle, la gestion des crises et l'entraînement au combat en terrains variés. Cette promotion a démontré une volonté exemplaire et un professionnalisme remarquable, s'est-il félicité. Durant plusieurs mois, ils ont été confrontés à des situations complexes, à des défis tactiques et à des exigences physiques intenses. Ces officiers stagiaires ont également appris des techniques de correspondance militaire, puis la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique et surtout les fondamentaux du combat d'une section d'infanterie à pied, puis motorisée dans un environnement interarmes. Ces instructions théoriques ont toutes été ponctuées par des séances pratiques de plusieurs séjours sur les terrains de manœuvre ici à Caraco. L'ensemble des 58 officiers stagiaires ont pu effectivement suivre le programme de formation jusqu'à terme. Je peux donc affirmer que les objectifs pédagogiques fixés permettent désormais à ces stagiaires de commander d'emblée une section d'infanterie avec efficacité, mais aussi de discerner dans l'incertitude et de combattre dans l'adversité. À vous, chers officiers stagiaires, diplômés du cours d'application, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour le sacrifice consenti, l'esprit d'équipe et de camaraderie qui vous a caractérisé durant tout le stage, car vous avez démontré vos capacités intellectuelles, physiques et surtout morales. Les diplômes que vous allez obtenir ce matin n'auront réellement de valeur que ceux que vous en ferez. Soyez des modèles en toutes circonstances. Commandez avec exemplarité, car vos actes seront votre premier ordre. Faites preuve d'humilité et de curiosité dans vos futures fonctions, car la connaissance s'acquiert un jour, mais elle se parfait tous les jours. En tant que CDS, attachez de l'importance aux détails sans vous substituer à vos subordonnés. Continuez d'apprendre en permanence de vos chefs, mais aussi de vos subordonnés, afin de parfaire vos savoirs et savoir-faire. Dans son intervention, le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, a en substance salué le courage, la discipline et la persévérance des officiers diplômés. Il a rappelé que la formation constitue la pierre angulaire de la professionnalisation de l'armée guinéenne et le socle de son efficacité sur le terrain. C'est pour cette raison que le président Mamadi Doumbouya en a fait une priorité au sein des forces armées guinéennes pour une mission en conditions opérationnelles optimales. Le chef d'état-major général des armées a également félicité les cadres de l'école militaire interarmée et le groupement des forces spéciales pour la qualité de l'encadrement et la rigueur du programme suivi par la promotion sortante. La qualification du personnel militaire représente un pilier essentiel dans la mise en œuvre effective de la réforme des forces armées guinéennes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente cérémonie de remise de diplôme du cours d'application à ces jeunes officiers du groupement des forces spéciales. Chers officiers stagiaires, la réception de vos diplômes ce matin scelle votre engagement à répondre pleinement aux missions qui vous incombent dans la défense du territoire national, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et les menaces transfrontalières, en parfaite coordination avec les autres composantes des forces armées guinéennes. Votre défi consistera désormais à donner le meilleur de vous-même en toutes circonstances, afin de répondre aux attentes de votre hiérarchie. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les efforts consentis et efforts constants qu'il déploie en faveur d'une meilleure qualification de notre armée.
Mes remerciements vont également à M. le ministre de la Défense nationale, dont les sollicitudes soutenues facilitent le traitement de nos préoccupations. Pour conclure, je félicite l'ensemble de l'encadrement de ce stage pour le travail remarquable accompli, ainsi que le commandement du groupement des forces spéciales pour toutes les facilitations liées à ce stage. La cérémonie a été ponctuée par la présentation des récipiendaires et la proclamation publique des résultats dans un premier temps pour les 7 premiers de la promotion, avec à l'appui la remise officielle des diplômes, moment chargé d'émotion pour les nouveaux chefs de section, désormais prêts à rejoindre leurs différentes unités. Les autorités militaires ont réaffirmé leur confiance en cette nouvelle génération d'officiers, appelés à jouer un rôle crucial dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée guinéenne. L'événement s'est achevé par la photo de famille de la promotion avec la haute hiérarchie militaire, suivie d'une collation dans une ambiance fraternelle, symbolisant l'esprit de corps et la cohésion de l'institution militaire. Avec cette 8e promotion du CACSI, l'armée guinéenne poursuit sa dynamique de monter en compétences et confirme la place centrale de la formation dans la défense nationale. Dans le reste de l'actualité, la protection, la promotion de la petite enfance, toujours un défi à relever pour le gouvernement guinéen. La validation de la stratégie nationale multisectorielle de développement vient matérialiser cette volonté politique. Mohamed De Camara, Alkaliko Bilikita. La petite enfance, une période allant de 0 à 3 ans après la naissance. Pour les spécialistes, le respect des droits fondamentaux de cette couche est indispensable. Les acteurs impliqués dans sa promotion et sa protection valident la stratégie nationale multisectorielle de développement de la petite enfance. Au cours de cette rencontre, des pistes de solutions dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition et la protection contre les mauvais traitements seront proposées. Cette action, effectivement, s'inscrit dans la dynamique de mettre en place des référentiels en matière de développement et de protection de l'enfant. Et de notre côté, c'est comment renforcer le système national de protection. Donc il faut aujourd'hui faire en sorte que la petite enfance, le domaine de la petite enfance, la parentalité positive soit actionnée pour que les parents soient davantage dans les dispositions d'acquérir des compétences dans le domaine de l'enfance, mais aussi de contribuer. De nos jours, la Guinée a ratifié tous les instruments internationaux visant la reconnaissance du respect de la dignité, des droits fondamentaux de la petite enfance. Cet exercice de validation du gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la promotion des enfants bénéficie de l'appui du partenaire traditionnel UNICEF Guinée. Pour la petite enfance, je pense que c'est une priorité pour l'UNICEF. Parce que le cœur de l'UNICEF, c'est comment aider les communautés, aider les populations à atteindre les droits des enfants. L'UNICEF, dans ce contexte, a apporté son appui technique, mais aussi facilité l'élaboration des documents. La nouvelle constitution en vigueur dans le pays stipule que les parents et le gouvernement devraient jouer un rôle complémentaire dans l'éducation de la petite enfance. Exécution des recommandations de l'Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Une formation est organisée sous le référentiel d'habilitation commune des opérateurs de formation de l'espace RAFPRO. Komara Moussa. Un séminaire pour redéfinir le paysage de la formation professionnelle dans l'espace RAFPRO, réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Tous responsables des cabinets de formation, ils sont réunis pour comprendre et s'approprier le nouveau référentiel commun d'habilitation des opérateurs de formation, un outil stratégique attendu depuis longtemps. C'est pour rehausser déjà le niveau et la qualité de formation que nous donnons à nos entreprises, les formations que nous dispensons. Mais au-delà de ça, une fois qu'un cabinet est habilité selon les référentiels, les normes et tout le processus d'habilitation, un cabinet guinéen peut candidater dans n'importe quel appel
fait dans les 12 pays membres du RAFPRO. Toute la journée, cet expert du RAFPRO va présenter à ses 50 opérateurs de formation l'institution sous-régionale, le processus d'habilitation, l'assurance qualité et les critères de gouvernance. Il y a la capacité formative, parce qu'il ne s'agit pas de créer un cabinet, mais le personnel qui est à l'intérieur, est-ce que ce personnel est compétent pour diffuser la formation? Et il y a l'existence légale. Ce référentiel est une grande première. 150 opérateurs de formation sont concernés. Ils sont répartis en 3 groupes. En 3 jours, tout le processus sera maîtrisé pour le rendre plus compétitif dans l'espace RAFPRO. Valider les compétences en interne, valider les référentiels en interne, pour moi, c'est un acte fort que le NFPP vient de poser aujourd'hui pour qu'on puisse faire valoir les cabinets de formation, les compétences au niveau de l'espace RAFPRO. Avec cette vision, l'avenir de la formation se dessine désormais avec de nouvelles règles dans l'espace RAFPRO. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le vendredi 21 novembre 2025 à 15h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour des textes suivants. 1. Proposition de loi organique portant création, exercice, suspension et dissolution des partis politiques en République de Guinée. 2. Proposition de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 3. Proposition de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre, chef du gouvernement, le premier président de la Cour suprême, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le chef des missions diplomatiques, consulaires, organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les responsables des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 20 novembre 2025, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. En prélude au recrutement et au déploiement de près de 400 jeunes volontaires, l'Agence nationale de volontariat jeune échange avec la presse l'idée de partager les informations sur le bon déroulement de cette opération. Diara Diallo, Adama Elza Traoré. Les jeunes au cœur des priorités gouvernementales. Cette volonté politique se matérialise sur le terrain. 300 jeunes seront recrutés pour servir de volontaires nationaux et participer à un programme de formation citoyenne. Leur recrutement respectera des critères précis. L'annonce est faite lors de cette rencontre avec les hommes de médias. Cette 10e vague volontaires nationaux, au nombre de 300, seront recrutés, formés et déployés dans les régions administratives de Boké, de Kindia
de Labé, Mamou, Farana et Conakry. Ils seront mobilisés dans des secteurs essentiels de développement, la santé, l'éducation, l'accompagnement communautaire, l'état civil, l'administration générale, l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Ce recrutement va offrir à ces jeunes volontaires un cadre d'épanouissement et les permettra de participer à la transformation économique et sociale du pays. L'engagement des autorités à accompagner les jeunes dans le pays reste déterminant. Ce projet vient consolider les acquis des vagues précédentes, notamment le déploiement de 350 volontaires agents de santé en 2024 dans les régions de Kankan et de Zérekouré, qui ont démontré l'impact concret du volontariat sur les communautés locales. Lors de cette conférence, une annonce est faite. Les candidats retenus pour le volontariat national suivront une formation civilo-militaire et du pré-volontariat dans un centre de formation approprié. Ils bénéficieront également de tablettes pour leur permettre d'élaborer et de remonter les rapports d'activité mensuels à travers un système qui sera mis en place. 7e édition de modèle de réussite à Conakry. L'événement s'est tenu à l'université La Source. Les étudiants sont ainsi sensibilisés sur les conséquences liées à l'immigration clandestine et sont appelés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nabila Moussa Kamara. Axé sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel et le management, la 7e édition de modèle de réussite a tenu toutes ses promesses. Un événement organisé par Conakry Communication. À travers des témoignages et des expériences des panélistes, ces étudiants sont informés sur les clés de la réussite professionnelle afin de mieux contribuer à l'effort collectif pour l'émergence socio-économique. Nous les jeunes, nous sommes les cadres de demain. Et quand on voit l'importance des thèmes évoqués aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que indirectement, ce sont des facteurs qui minent beaucoup notre société. Grâce à cet événement, on se rend compte qu'il y a nos prédécesseurs, des modèles qui viennent nous dire que eux, ils ont été ici, ils sont nés ici en Guinée, ils ont grandi ici, ils ont étudié ici et aujourd'hui, ce sont des cadres. Donc c'est pour nous dire que c'est possible de pouvoir réussir en Guinée. L'entrepreneuriat, c'est la clé du développement. Et pour être un bon entrepreneur, il faut avoir une vision. Le développement personnel, c'est d'abord la capacité de donner la meilleure version de soi-même. D'abord, avoir une discipline personnelle et travailler sur soi-même. Mettre en lumière le potentiel des jeunes, promouvoir leurs initiatives personnelles et favoriser leur esprit entrepreneurial est l'ambition de Conakry Communication. Pour ici, ce n'est pas évident, ce n'est pas une question de tic au tac, c'est que tu commences aujourd'hui et demain, tu viendras commander le patron que tu veux être. Non, il y a des difficultés à transcender pour être là où vous voulez être. Cette action vise non seulement à développer le savoir-faire, mais aussi et surtout inciter ces étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat. 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, rendez-vous annuel pour mieux sensibiliser sur les dangers liés aux mauvaises conduites et autres comportements sur nos différentes routes. Cette année, stop aux accidents, la sécurité routière, une priorité est le thème retenu. Abraham Christophe Conté. Alors que le pays enregistre un taux élevé d'accidents de la circulation, les acteurs du secteur envisagent des voies et moyens pour atténuer les risques d'accidents. À cette 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, l'accent est mis sur la sensibilisation afin de prévenir des accidents de la circulation. Le gouvernement vous implore de faire attention. Le gouvernement vous appelle à la vigilance. Aux responsables des syndicats. Aujourd'hui, nous parlons, nous sensibilisons, mais demain, nous allons sanctionner. Vous avez l'obligation d'avoir des papiers pour rouler les engins, un permis, vous direz délivré par les autorités habilitées à le faire. Dans les prochains jours, invitez tous les détenteurs de motos à passer un permis. On va les faciliter la situation. L'opération va commencer d'ici 10 jours pour qu'on les donne des permis. Et ça va être obligatoire pour tout le monde. Dans les gares routières et sur les grands axes, les équipes de sensibilisation sont mises à contribution pour des séances de sensibilisation. Des causeries éducatives sont aussi organisées. On va passer par la méthode de coercition pour que les gens puissent vraiment s'éduquer.
La route, c'est la patience. La route, c'est l'acceptation. La route, c'est la tolérance. Autant tu tolères ta femme à la maison, il faut tolérer ton ami dans la circulation. Cette semaine de sensibilisation cible les conducteurs professionnels et particuliers, les passagers, les usagers vulnérables tels que les motocyclistes, les piétons, ainsi que les acteurs institutionnels et syndicaux du transport. La semaine nationale de la sécurité routière se poursuivra jusqu'à la fin de cette semaine avec des actions de sensibilisation prévues dans toutes les régions du pays. En province, le ministère de l'Environnement auprès des communautés les plus vulnérables au changement climatique a coulé dans Zérékoré, Kakuta, dans Lola. Le projet PRAC appuie les communautés dans l'agriculture à travers la mise en place des champs-écoles et forêts communautaires. Plus de détails avec Bausman. Nous sommes dans la sous-préfecture de Koulé, préfecture de Zérékoré. Ici, le projet de résilience et d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique expérimente la culture associée sur un même périmètre. Riz, bananes et maraîchage pour combler le manque de terrain propice à la production. Quand vous regardez ici, même dans le champ, nous allons partir là-bas, vous allez voir le piment. Même quand vous regardez le riz est associé à la banane. Ici, vous voyez le café aussi. Nous sommes satisfaits. Vous-même, vous avez vu que cette technique de culture associée donne mieux que les cultures isolées. Ici, on a un champ où on retrouve la banane, on retrouve le café, on retrouve le riz, les aubergines, les piments, tout ce qu'il faut pour vraiment faire une bonne agroforesterie. Et c'est ce qui est déjà recommandé pour la gestion durable des terres et aussi pour l'adaptation des populations au changement climatique. Puis, cap sur Kokota, une commune rurale de la préfecture de Lola. Ici aussi, les champs-écoles sont en construction. Les variétés témoins et assistées évoluent et les forêts communautaires sont restaurées. C'est un site d'expérimentation, d'échange de connaissances dans le cadre d'agriculture intelligente face au climat. Là, on va faire des démonstrations de bonnes pratiques agricoles. Il y a des compartiments, non seulement des compartiments agricoles, où il y aura des démonstrations agricoles avec des bonnes pratiques. Il y aura des démonstrations au niveau pastoral également, parce qu'il y aura des porcheries ici, au niveau de ce champ-école. La visite de terrain a permis aux parties prenantes d'échanger sur les acquis, les défis et les perspectives du projet pour impacter positivement les communautés les plus vulnérables au changement climatique. La concession minière légale de l'entreprise KGM confrontée à l'orpaillage illégal, la Kouroussa, aussitôt informé, le gouvernement a pris des dispositions pour le respect de ses engagements face aux sociétés minières. Diamokaba, Toumani Siradialo. Au cœur de cette marche pacifique, des visages à bout de nerfs pour dénoncer la montée de l'exploitation minière illégale sur la concession de Kouroussa Gold Mine, un envahissement avec ses multiples conséquences susceptibles de freiner la production. Les messages interpellent les consciences autour des enjeux du développement profitable pour tout Amana. Et on a fait des démarches, beaucoup de démarches, pour que les intrusions des opérateurs se limitent sur le site. Parce que l'entreprise aussi vient pour chercher quelque chose. Et si l'entreprise n'arrive pas à trouver ça chaque jour, quand nous travaillons le matin jusqu'à 15h comme ça, les opérateurs descendent sur le site pour bloquer les activités et que c'est leur tour. Très allergiques à ces agissements, les autorités locales sont sous le pied pour honorer les engagements pris par le gouvernement. La surveillance de toutes les parties exige une vigilance de tous les instants. La synergie d'action se fait désormais permanente pour la protection des concessions minières légalement installées. Pas plus longtemps qu'hier, nous étions en réunion de crise. C'est les responsables des jeunes de Kouroussa qui ont initié cette réunion, qui sont décidés à accompagner le maire, passer de porte en porte, partout où les étrangers encombrants résident. C'est le choix à faire. La jeunesse est en train de prendre la disposition. Ici même, nous sommes en train de prendre des dispositions. Là où nous sommes comme ça, nous attendons encore la société pour voir qu'est-ce qu'il faut, ce qui a été promis ici, ce qui a été discuté ici, où on en est pour ça là. À l'image du gigantesque programme Simandou 2040, dont les avantages reposent
sur la redistribution équitable des ressources nationales, chaque Guinéen doit jouer sa partition pour promouvoir la cohabitation pacifique. Comme annoncé dans les titres, les producteurs de pommes de terre de la Fédération des paysans de Fouta-Djallon, victimes de pluies diluviennes causant d'importants dégâts sur les champs. Les pertes sont estimées à plus de 16 milliards de francs guinéens. Une mission de la Chambre nationale d'agriculture est déjà sur place pour y évaluer les conséquences et envisager des mesures urgentes. On fait le point tout de suite avec Mamadou Patibalde, notre correspondant régional. C'est une forte pluie diluvienne qui s'est abattue à Timbi-Madina dans la préfecture de Pita. Dans sa direction, elle a touché plusieurs champs de pommes de terre appartenant aux producteurs de la Fédération des paysans du Fouta-Djallon. Face à l'ampleur des dégâts, une mission de la Chambre nationale d'agriculture s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir des réalités. Ce que nous avons constaté est alarmant. Et alarmant parce que simplement l'ambition qui était de fournir la pomme de terre pendant le mois de Ramadan semble être remise en cause, ou en tout cas se présente comme un objectif difficilement atteignable à l'état actuel de la situation. Alarmant parce que simplement nous avons constaté des périmètres complètement inondés. Nous avons vu également des semences de pommes de terre pourries, complètement pourries, du désastre. C'est une catastrophe, il faut le dire, c'est vraiment une catastrophe, parce que c'est plusieurs petits producteurs qui ont été victimes, c'est des gros qui ont été victimes, c'est des moyens qui ont été victimes, c'est toute une fédération qui a été victime. La pluie a aussi touché les chambres froides, les routes coupées et les champs de pommes de terre totalement inondés sous l'influence de cette catastrophe naturelle. Comme vous voyez, les sacs et les pommes de terre pourries, on avait déposé ça dans des magasins et la pluie nuitamment est venue tout mouiller, et donc systématiquement il faut tout retrier et jeter les mauvaises et verser le reste. Aujourd'hui, la perte s'élève aux alentours de 16 milliards 362 millions. La Fédération des paysans de Fouta-Djallon a subi un coup dur en ce mois de novembre. Qu'à cela tienne, des dispositions urgentes sont en train d'être prises pour relancer la production en vue de soulager les consommateurs pendant le mois saint de Ramadan. Le projet Simandou 2040 au centre d'échange entre étudiants, corps professoral et les jeunes de l'Institut supérieur de technologie de Mamou sur initiative du ministère de l'Environnement. La portée de ce méga projet minier sur l'économie nationale a été longuement abordée. Bakari Bamba Kondé. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, pôle d'excellence académique de la Moyenne-Guinée, a servi de cadre à la 6e journée de sensibilisation organisée par le collectif Diaspora Landais sur le projet Simandou. La rencontre axée sur la jeunesse estudiantine a suscité un vif intérêt, un débat constructif autour des implications de ce méga projet minier pour l'avenir de la Guinée. On a incité et demandé aux étudiants de redoubler plus d'efforts et d'aller vers d'être curieux en fait. Aujourd'hui avec l'IA, on peut mettre des choses en place. L'exploitation minière a besoin aujourd'hui de technologie, de modernisation. Le collectif en avant les perspectives d'emploi qualifiés dans le secteur minier, logistique et de services, encourageant les étudiants à orienter leur formation en adéquation avec les besoins du projet Simandou. Je ne savais pas la différence entre le projet Simandou et le programme Simandou. Nous avons eu des explications qui nous ont plu. Je suis très satisfaite pour ça. J'ai eu des réponses dans lesquelles je n'avais même pas trouvé ça sur les réseaux sociaux. Ça fait près d'une centaine d'années qu'on est sur ce projet. Il a fallu l'arrivée du président Mamadi Doumbouya pour que le projet du jour, ça c'est déjà alors un mérite éloquent à lui et bravo à lui. Il y a un volet éducation dans ce projet, et ce volet éducation, il y a la formation. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, ces Guinéens de l'extérieur ont non seulement sensibilisé les futurs cadres guinéens sur le méga projet, mais les ont également encouragés à devenir des acteurs responsables et engagés, prêts à façonner l'avenir de la Guinée à travers des projets comme Simandou. En dehors du continent, les Guinéens se mobilisent pour accompagner les actions du président Mamadi Doumbouya. C'est le cas des compatriotes vivant en Belgique qui décident de centrer leurs forces sur la promotion des acquis de la gouvernance actuelle. Sekou Fernand Kourouma, alias John Keita.
Les grandes réformes et les projets d'intérêt public du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, suscitent beaucoup d'engouement de la part de ses concitoyens. Ceux-ci ne cessent de multiplier les actions aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur pour accompagner ces acquis. Au-delà de nos frontières, par exemple, les compatriotes vivant à Bruxelles viennent de mettre en place le bureau de la coordination des structures et associations citoyennes pour un sursaut patriotique. À partir de la coordination Europe, nous avons décidé de faire une certaine décentralisation pour avoir une bonne cohérence. Donc de la coordination Europe, nous avons la coordination Benelux et à partir de la coordination Benelux, on veut élargir aussi à travers toutes les régions. Donc la première étape commence aujourd'hui par l'installation officielle du bureau régional de Bruxelles. Ils sont venus nombreux de toutes les provinces belges pour prendre part à cette rencontre. Les présidents des différentes structures et associations citoyennes unissent leurs forces pour accompagner le chef de l'État dans la vision de bâtir un pays prospère. Sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya, la Guinée a connu des avancées importantes. La modernisation des infrastructures, l'amélioration de l'accès à l'éducation, le renforcement du dialogue politique et social, le méga-projet Simandou 2040 qu'on a tous vu le lancement cette semaine. Ces réalisations méritent d'être reconnues et soutenues. Nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser nos compatriotes et la grande porte est ouverte pour tout le monde. Ceux qui peuvent venir nous rejoindre. Croyez-nous, monsieur le président, nous sommes là pour vous. Nous sommes très fiers de vous. Au cours de cette rencontre, les membres de cette grande structure entendent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour passer des messages de paix en vue d'un climat de sérénité avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ici au pays, à Kindi, acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité en concertation sur les thématiques liées aux droits humains, autres défis de la cohésion sociale. Le service mondial pour la paix accompagne le processus. Marwan Kamara, Fanalabaya Kamara. La Guinée en route pour la présidentielle du 28 décembre 2025. À Kindia, les acteurs de la société civile se mobilisent pour jeter les bases d'une paix durable avant, pendant et après cette échéance électorale. Le service mondial pour la paix accompagne l'exercice. C'est une formation qui met ensemble les civils et les forces de sécurité pour que ces deux entités viennent ensemble et partagent leurs expériences sur les thématiques comme les élections, les campagnes, la gestion des conflits, la désinformation et on met ensemble une solution durable pour le maintien de la stabilité en Guinée. Cette formation qui vient dans les trois caractères de la gestion sociale, la communication pour le changement de comportement. Cette formation axée sur la paix, marchant à plus d'un titre. Civils et forces de sécurité et de défense partagent leurs différentes expériences sur les thématiques liées à la cohésion sociale pour prévenir les conflits et éviter les tensions. Des cours sur les droits et devoirs du citoyen sont aussi enseignés. Il est toujours important de comprendre la loi. Et ce type de formation permettent déjà d'ouvrir l'esprit des uns et des autres sur ces différentes modalités. Et nous espérons que ça tombe dans les bonnes oreilles. Ça va changer beaucoup de choses parce que permanemment nous sommes avec les corps habillés. Et le droit de l'homme, on en parle, mais très souvent on ne le sait pas. Et là, avec cette formation, à la sortie, on pourra apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et sur le terrain, on pourra les appliquer. Pendant 5 jours, les principes de base des droits humains seront longuement débattus par les différents panélistes. En ligne de mire, promouvoir la paix et la quiétude sociale en cette période électorale. Offre de soulagement pour les populations du corridor Santou, Koba et Missira, préfecture de Télémélé. Les travaux de reprovillage de cette route sont lancés. La cérémonie est présidée par le colonel Mamadou Lamarana Diallo qui a profité des circonstances pour passer le message de paix du président Mamadi Doumbouya. Alpha Isiagaba. À Télémélé, c'est un pas de plus vers le développement. Les travaux de reprofilage de la route Santou, Koba et Missira ont démarré. Le salut est venu du gouvernement guinéen à travers le budget national de développement. Le reprofilage de cette route longue de plus de 100 km va permettre de désenclaver plusieurs localités de Télémélé. C'est suite à nos démarches menées
auprès du gouvernement, auprès de notre président, en l'occurrence Mamadi Doumbouya, nous avons obtenu la réalisation de cette route. Nous sommes venus aujourd'hui pour lancer les travaux, pour que ces 3 sous-préfectures soient reliées. Vraiment, nous, on est très contents. On est contents du président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il est en train de faire pour les populations de Télémilé. De Santou, la délégation préfectorale s'est rendue dans la commune rurale de Missira, où des échanges fructueux ont eu lieu avec les responsables des différentes sociétés minières. Des échanges axés sur la paix dans la localité. They meet all the village people and community to say. La visite du préfet était un atout pour eux parce qu'il a eu à sensibiliser la communauté, comment la communauté peut réellement accepter la société et qui travaille dans le bon sens. Parce que la société aussi a dans sa vision d'aider la communauté, de faire développer aussi la sous-préfecture de Daramaniaki. Donc tout cela passera dans la paix. Un peu partout dans les localités de Télémilé, les citoyens ont été largement sensibilisés sur la promotion du vivre ensemble. Le préfet Lamarana Diallo va poursuivre l'initiative dans d'autres sous-préfectures de la cité de Horewelia. À Conakry, la Fédération guinéenne des arts martiaux mixe devant la presse au cœur des échanges le report officiel de la compétition MMA, une décision justifiée pour des raisons d'organisation et de sécurité. Abraham Christophe Conté. Face aux médias, les responsables de la Fédération guinéenne des arts martiaux mixtes tentent de clarifier les raisons qui ont conduit au report de l'organisation de la compétition annuelle sur les arts martiaux. La rencontre a été motivée par le fait que nous avons reporté l'événement Erika Nation MMA qui devait avoir lieu le 15 novembre au stade Petit Souris pour des raisons structurelles. Tous les feux n'étaient pas ouverts pour que cet événement se passe comme il se doit pour être un grand succès. Donc nous avons préféré reporter, prendre un petit peu plus de temps pour revenir beaucoup plus fort et en servant le sport guinéen de manière optimale. Dans la salle, les entraîneurs ont exprimé leur compréhension tout en souhaitant que la nouvelle date soit fixée rapidement pour permettre aux combattants de poursuivre leur préparation dans de bonnes conditions. Pour bien se développer dans le MMA, nous avons automatiquement besoin d'autres fédérations ou d'autres structures d'arts martiaux qui ont obtenu des bases, qui ont donné des bases solides à certains combattants. Il était question pour nous, fédération naissante avec un partenaire doué, d'organiser sur le territoire guinéen pour attirer la jeunesse guinéenne à cette discipline, pour que nous ayons des combattants locaux. On a parlé de 8 combats professionnels. Il y avait non seulement des Guinéens dedans, mais plutôt qui combattent à l'échelle internationale. La fédération assure que les démarches sont déjà en cours pour valider une nouvelle date. En attendant, les clubs et athlètes sont invités à maintenir leur programme d'entraînement. Les amateurs de MMA devront donc patienter avant de trouver l'octogone. Enfin, ce soir, focus sur une nouvelle compétition musicale qui réunit 4 orchestres. Il s'agit d'imaginer la musique du futur en s'inspirant des grands héritiers du passé. Dans l'instant, l'émission à la baguette, ces ensembles revisitent partitions anciennes, instruments d'autrefois et techniques de direction pour créer des œuvres inédites. Images et témoignages, Makeme Donzo. Dans les coulisses, 4 orchestres se préparent à s'affronter. Leur défi, imaginer la musique du futur en s'inspirant du passé. Dans cette compétition, chaque orchestre représente une manière différente de faire de la musique. Independent Live reprend la précision des grands orchestres du passé. Big Band redonne vie aux vieux instruments. Les génies du live modernisent les grands classiques. Et les aigles de la police nationale mélangent musique savante et style actuel. Tous partagent la même idée. Pour inventer, il faut connaître ce qui est venu avant. Guidés par leur chef, les orchestres étudient les partitions anciennes, réinterprètent les gestes de direction et repensent la tradition pour la rendre actuelle. Si vous écoutez les anciens morceaux,
vous comprendrez que vraiment les anciens ont tout donné pour la culture guinéenne. Et cette culture guinéenne doit être sauvegardée et se perpétuer de génération en génération. Petit Condé, qu'il repose en paix, nous, il a été notre idole. Les génies du live, nous sommes en train de faire le travail, nous nous préparons conséquemment pour ce concours et je suis sûr que nous allons l'emporter. La scène de la baguette est un lieu d'expérimentation. Géré comme public, il découvre comment les musiciens utilisent des sons anciens pour créer du nouveau et comment un rythme oublié peut redevenir moderne. Chaque performance devient alors un pont entre ce qui a été et ce qui peut être. Je dirais au peuple de Guinée de soutenir l'orchestre Big Band dans cette compétition. Non seulement c'est un plaisir, mais aussi un honneur pour nous d'avoir participé à cette compétition. Un directeur artistique accompagne les orchestres depuis le début des répétitions. Il veille à la qualité du travail et au bon équilibre entre tradition et nouveauté. Wastério montre que les musiques d'hier ne sont pas dépassées. Elles sont vivantes et peuvent encore inspirer. Le message que je donne, de rester serein, de garder le patrimoine, de sauvegarder le patrimoine culturel, parce qu'on reviendra toujours sur ça. Parce que notre identité, notre valeur identitaire, c'est ce qui va s'imposer. L'émission à la baguette entend mettre en valeur autant la transmission que la créativité. Accompagnée par G. Alpod, la bataille des orchestres prouve qu'on peut respecter ses racines tout en inventant un style unique. On a commencé par là, il faut continuer, on ne doit pas laisser les orchestres là mourir et on veut vraiment vivre le passé, on veut vraiment montrer ça à la nouvelle génération que oui, avant il y avait de la musique et de la bonne musique. À la baguette est la grande bataille musicale des orchestres, une compétition où le passé aide à construire l'avenir. L'émission veut montrer que le futur de la musique naît du mélange entre mémoire, technique et imagination. Dans la baguette, chaque épisode propose un thème inspiré de l'histoire. La mission est de transformer le passé en une création nouvelle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre partenaire de richesse et d'innovation. Inch'Allah.